Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans eSpace, un espace dédié à l'entrepreneuriat ici à l'Université de Genève dans le cadre de la Semaine de l'entrepreneuriat mondial 2020. Dans quelques minutes, vous aurez la chance d'assister à la masterclass sur le sujet Wellbeing Industries présentée par Stéphanie Meus, fondatrice de 27 Rosiers. Cette masterclass est présentée en collaboration avec les Global Shapers Geneva et elle s'insère dans une thématique journalière portée sur l'adaptation de la société à des industries disruptées. Alors Stéphanie, qu'est-ce que 27 Rosiers et la Clean Beauty? Bonjour, pardon. Merci de me recevoir. Alors oui, j'ai fait une petite présentation, ça pourra vous aider en fait pour mieux comprendre. Donc 27 Rosiers est une marque de Inside Out Beauty. Je vous expliquerai exactement ce qu'est le Inside Out Beauty qui a été lancé en fait en juin 2019 aux États-Unis. Je vais vous expliquer aussi pourquoi les États-Unis. C'est très important en fait quand on lance une marque d'être au bon endroit au bon moment. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a commencé avec les États-Unis. Je vais rentrer d'abord dans le sujet de la Clean Beauty. Donc en fait, 27 Rosiers est une marque de Clean Beauty. Donc qu'est-ce que la Clean Beauty? La Clean Beauty, en fait, c'est beaucoup plus qu'une tendance, c'est une nouvelle norme qui a été lancée en fait aux États-Unis il y a maintenant un certain nombre d'années et qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur et qui commence à se développer aussi en Europe et partout dans le monde. En fait, la clean beauty, c'est le fait d'avoir des produits qui sont 100% non toxiques. Il y a de plus en plus aujourd'hui en fait dans la cosmétique, les gens se rendent de plus en plus compte plutôt que en fait il y a beaucoup d'ingrédients qui sont considérés comme toxiques et qui sont légalement, finalement il n'y a pas de normes légales là-dessus, mais qui sont intégrées dans les produits cosmétiques. Et donc, les consommateurs, surtout les plus jeunes, sont fervents en fait d'essayer de trouver toujours, d'avoir beaucoup plus de transparence et d'avoir beaucoup plus d'informations sur les formules de cosmétiques. Et c'est de là qu'est née la Clean Beauty. Donc, la Clean Beauty, je pars du principe que c'est beaucoup plus qu'une tendance. C'est vraiment un positionnement de marque. C'est une nouvelle norme qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Et c'est pour ça qu'on a fondé cette marque avec Kevin, qui est mon associé dans ce projet-là, et qu'on a monté une marque qui est 100% clean. Donc la Clean Beauty, petite définition en fait, donc bien évidemment c'est de la cosmétique non toxique, c'est pas forcément du 100% naturel, c'est pas forcément du 100% organique, c'est vraiment d'avoir des produits cosmétiques qui sont, où on enlève vraiment tout ce qui est ingrédient considéré comme toxique. Donc il y a beaucoup d'ingrédients par exemple qui sont cancérigènes, même s'ils sont intégrés à des concentrations extrêmement basses, qui sont quand même néfastes et qui n'ont absolument aucune efficacité, qui sont utilisés pour de la sensorialité, pour de l'expérience, beaucoup plus que pour finalement réellement de l'efficacité. Et donc cette citation est assez intéressante, elle vient de Pascal Brousse, qui est en fait une personne qui a créé Trade Sourcing Agency, qui est en fait suivie par les plus gros groupes de cosmétiques et qui explique justement les tendances d'aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle explique que, surtout avec la crise sanitaire qui nous touche aujourd'hui et la pandémie et le Covid, en fait, les gens sont de plus en plus désireux de savoir exactement ce qu'ils se mettent sur la peau, ce qu'il y a dans leur formule, et même au niveau de la nutrition, en fait. C'est vraiment une tendance qui vient sur tout le wellness. Et en fait, elle dit une phrase assez intéressante. À quoi bon finalement acheter une crème à 150 $ si finalement elle n'est même pas dans les normes, on va dire, de qualité qu'elle revendique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est de là qu'on comprend que finalement, la clean beauty, c'est beaucoup plus qu'une tendance, c'est beaucoup plus... Et la pandémie a vraiment fait boomer, en fait, cette industrie. Du coup, juste quelques petits chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte. J'ai pris les chiffres des États-Unis parce qu'en fait, les États-Unis sont beaucoup plus en avant sur la clean beauty. Vous le verrez pourquoi après. Mais c'est vrai qu'il part du principe. Donc là j'ai un chiffre de Ibis World 2018, donc bien évidemment qui est beaucoup plus important aujourd'hui puisque forcément avec la pandémie, il y a eu une vraie croissance par rapport à ça. Donc, mais le marché des produits naturels et bio pèsera 21 milliards de dollars en 2024 et on est sur une croissance de plus 9% en 2016 et 2024. Donc on voit qu'il y a vraiment une envie de la part des personnes d'utiliser des produits clean, de savoir ce qu'ils se mettent sur la peau et c'est quelque chose de très important. Une autre tendance qui est assez intéressante et qui prône finalement un petit peu les indie brands, donc les startups, et qui remet un petit peu, puisqu'en fait, vous savez que pendant un certain nombre d'années, les grands groupes de cosmétiques détenaient vraiment le monopole sur le marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
il y a un peu une redistribution grâce à ce mouvement de la clean beauty et grâce à ces nouvelles tendances et cette envie de la part des consommateurs de savoir ce qu'ils se mettent sur la peau. Et ils ont du coup des nouveaux modes d'utilisation. Et le skinimalisme, c'est assez intéressant. Ça veut dire que les gens, en fait, aujourd'hui, aiment mettre des produits qu'ils peuvent utiliser à plusieurs reprises d'une manière différente, mais pas avoir des routines qui sont extrêmement longues comme les Coréens le faisaient à l'époque avec 10 produits cosmétiques. Ils veulent la simplicité. Et 54% aujourd'hui des personnes entre 20 et 29 ans, selon Mintel, souhaitent vraiment, ont des routines de plus en plus courtes et sont vraiment de plus en plus sur cette tendance-là. Donc on est vraiment sur un nouveau marché très dynamique qui finalement est assez porteur pour les nouvelles marques de cosmétiques puisqu'en fait on est beaucoup plus flexible versus les grands groupes qui en fait ont formulé d'une certaine manière, ont déjà des produits best-sellers et du coup beaucoup plus difficile à être flexible et à s'adapter à ces nouvelles tendances de marché. On le voit aussi, alors ça c'est aux États-Unis, mais en fait en France aussi beaucoup, la Suisse aussi un petit peu maintenant. Les retailers, les distributeurs de clean beauty explosent. Même avec la pandémie, alors que finalement tout le monde est en décroissance et que les boutiques ont dû fermer pendant quelques mois, on se rend compte qu'il y a dans ces distributeurs-là, finalement, ils ont très bien vendu online, en digital, ce qui signifie que Shen Beauty, par exemple, qui est ce distributeur de Clean Beauty, a réussi à ouvrir une nouvelle boutique en septembre 2020. Ça prouve quand même que voilà, ça fonctionne très bien. Credo vient de faire un partenariat, Credo qui est en fait une référence de la Clean Beauty mondiale. C'est des anciens de Sephora qui ont décidé de créer justement Credo Beauty. Ils viennent de faire un partenariat avec Ulta Beauty, qui est quand même une référence dans le monde entier de la cosmétique, et pas que. Et du coup, qui montre justement qu'il y a une vraie tendance par rapport à ça. D'autres comme Blue Mercury, qui est une référence au niveau de la cosmétique aussi, qui dit justement, la fondatrice dit justement dans cette citation qu'elle aimerait de plus en plus développer la catégorie naturelle et la catégorie clean, et que c'est très important pour eux. Donc voilà, les États-Unis, c'est là où je vous disais au début, je pense que quand on a une nouvelle marque, c'est très important le timing. C'est quelque chose de clé. Et être là au bon endroit, au bon moment, c'est quelque chose de très important. Et en juin 2019, quand on a décidé avec Kevin de lancer cette marque, on s'est dit, voilà, ce qui est très important, c'est d'arriver au bon endroit, au bon moment. Et les États-Unis étaient beaucoup plus prêts que les autres pays. Et que l'Europe. Même si l'Europe se développe de plus en plus. En France, il y a des nouveaux concepts comme Oh My Cream, par exemple, qui se développent. En Suisse, il y a ce site de Clean Beauty, cosmétique clean, qui s'appelle Get Me Glow, qui vend d'ailleurs 27 rosiers. Donc, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de se développer et je pense qu'il va se développer encore plus. Bon, là, j'ai juste mis très rapidement une petite citation de Sephora. Sephora, c'est quand même le leader mondial de la cosmétique. C'est une référence. N'importe quelle start-up dans le monde, enfin, beaucoup de start-up dans le monde aimeraient être vendues chez Sephora parce que ça signifie croissance et beaucoup de ventes. Et donc, forcément, qu'est-ce qui est intéressant là, c'est la phrase, c'est le troisième paragraphe qui dit aujourd'hui, Sephora souhaite des sélections qui sont de plus en plus bonnes pour la peau, bonnes pour la planète, bonnes pour les véganes. Donc, ils sont en train de capitaliser sur justement ces nouvelles marques et c'est quelque chose de très, très important pour eux. Et ce qui signifie que même Sephora, qui est ce leader de la cosmétique, est en train d'aller et de suivre, même pas cette tendance, mais cette nouvelle norme. Pour finir sur cette partie Clean Beauty, une chose très intéressante, en fait, c'est qu'on remarque pourquoi, en fait, les États-Unis sont beaucoup plus en avance que le reste. Tout simplement parce que la Clean Beauty, en fait, enfin, la cosmétique aux États-Unis est régie par des normes suivant la FDA, qui est, on va dire, l'organisme qui régule, en fait, la cosmétique. Et c'est vrai que pendant de nombreuses années, plus de 80 ans, la FDA n'a pas du tout mis aux normes, n'a pas fait de nouvelles réglementations par rapport à la cosmétique. Et en fait, du coup, ils sont beaucoup plus laxistes sur les formulations versus l'Europe. L'Europe, ils sont déjà beaucoup plus rigoureux là-dessus. Et ce qui signifie que justement, donc, la FDA commence à être un peu plus rigoureux et a décidé du coup en 2019. Depuis 2019, il y a un vrai boom par rapport aux nouvelles lois. Il y a le Natural Cosmetic Act qui a été fait pour redéfinir en fait la notion de naturalité en 2019. Et en 2020, il y a eu deux nouvelles normes qui interdisent 24 nouveaux ingrédients toxiques
et qui définissent, en fait, qui obligent maintenant les marques à ouvrir leur liste d'ingrédients sur les parfums qu'ils mettent dans leurs cosmétiques. Donc du coup, voilà, c'est juste pour vous dire que finalement, la clean beauty, c'est beaucoup plus que juste une tendance, c'est vraiment quelque chose qui va être imposé. Et en fait, avec ces nouvelles lois, on se dit que voilà, en 2020, en 2021, en 2022 même, il y aura encore plus de lois et donc c'est quelque chose qui est de plus en plus porteur et qui va encore plus redistribuer les billes sur ce marché-là. Alors là, en fait, après avoir parlé de la clean beauty, en fait, c'est un petit peu pour expliquer comment on est arrivé à ce concept de 27 rosiers. La clean beauty, comme je vous le disais, c'est pas du tout seulement une tendance, c'est une vraie norme. Donc du coup, c'est vrai que c'est très très important pour une marque. Avoir juste un concept autour de la clean beauty et dire qu'ils vendent des cosmétiques 100% non toxiques, ça ne suffit pas aujourd'hui. Parce que il faut avoir, alors c'est ce qu'on appelle avec Kevin, une unique value proposition, ou une USP aussi, qui est en fait une différence de marque. Et en fait, être juste 100% clean ne suffit pas. Donc du coup, on a beaucoup réfléchi avec Kevin sur, voilà, qu'est-ce que 27 rosiers, est-ce que... alors, on le voulait clean, ça c'était une évidence, forcément. Mais voilà, quelle était notre différence de marque ? Et donc, c'est là où on a décidé d'intégrer le wellness, puisqu'en fait, tout simplement, le wellness, c'est une catégorie qui, explose aussi aux États-Unis, tout comme la clean beauty avec la pandémie est en croissance aussi, puisqu'en fait, les gens ont de plus en plus besoin vraiment de faire attention à eux. Et c'est pour ça que, on va dire que les barrières et les frontières entre la beauté et le bien-être sont de plus en plus floues. Et ça, on le constate un petit peu partout dans le monde, mais les États-Unis encore plus. Les gens ne veulent pas juste être beaux, mais les gens veulent vraiment se sentir bien. Et je pense qu'il y a eu un réel repli sur soi pendant la pandémie et pendant le Covid, on l'a vu. Les gens étaient chez eux, les gens ont fait beaucoup plus attention. Et on le voit par rapport notamment aux chiffres. Là, je vais vous montrer très rapidement les chiffres. En fait, on remarque que, bon là, c'est une étude de McKinsey, mais c'est vrai qu'ils disent que le téléhealth, qui est en fait tout ce qui est le bien-être, enfin tous les cours via Zoom de bien-être, etc., le téléhealth, en fait, est passé de 11% en fait, en 2019 à 46% en 2020, juste du fait de la pandémie, du repli sur soi. Les gens font de plus en plus attention à eux, font de plus en plus de cours de yoga, etc., etc. Donc, il y a une vraie tendance. Et les États-Unis, bien évidemment, sont extrêmement en avance. Et c'est vrai surtout sur la partie complément alimentaire. Quand on parle de wellness, on parle aussi de se sentir bien, donc de compléments alimentaires. Et c'est vrai que les États-Unis, aujourd'hui, consomment énormément de compléments alimentaires. 50% des Américains utilisent des compléments alimentaires quasiment tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fort. Et c'est une des raisons aussi qui fait qu'on a décidé de lancer 27 rosiers là-bas. Alors, je vais juste revenir sur ça. C'est un petit peu, c'est assez important pour Kevin et moi, puisqu'en fait, c'est un petit peu comme ça qu'on a créé le concept de 27 rosiers et comment on a décidé d'intégrer le wellness, justement, dans ce concept-là. En fait, on part du principe, on avait vu une petite vidéo, un reportage sur Arte, je me rappelle très bien, dans notre appartement à Paris il y a quelques années, et on s'est dit... voilà, c'est là, on a trouvé, c'est exactement ça. Et donc, en fait, c'est que ce reportage expliquait justement qu'il y avait 3 piliers du bien-être, qui étaient la nutrition, la relaxation et le sport. Et qu'en fait, ces 3 piliers du bien-être, vu que les gens se replient sur soi et que les gens veulent de plus en plus, en fait, faire attention à eux, si on veut se sentir bien, il faut capitaliser sur ces 3 piliers du bien-être. Et avec Kevin, en fait, on s'est juste dit, pourquoi pas faire de la beauté, ce 4e pilier du bien-être. Après, bien évidemment, on a adapté le concept, etc., etc. Et c'est de là qu'a été créé, en fait, l'Orangerie 27 Rosiers, dont je vais vous parler après. Et c'est de là qu'a été créé, finalement, 27 Rosiers et le concept de Inside Out Beauty. Donc finalement, c'est exactement ça. C'est que la clean beauty, finalement, explose aux États-Unis. Elle touche une partie de la population qui est bien précise, qui sont ces personnes qui veulent faire attention à eux. Plutôt, on va dire, la génération Y, les millennials, comme ils disent souvent. On déteste ce mot, mais c'est vrai. Et donc, cette génération Y qui, justement, veut faire attention à ce qu'ils mettent sur leur peau, veut faire attention à ce qu'ils mangent. Et va de pair. Les personnes qui utilisent la clean beauty, c'est des personnes qui veulent prendre soin d'eux et justement se sentir bien.
Alors maintenant que je vous ai parlé un petit peu de 27 Rosiers et de pourquoi les États-Unis, pourquoi le bon timing et qu'est-ce que finalement, pourquoi on a décidé de... Parce que là, j'essaye vraiment de vous expliquer comment on est arrivé finalement à la conclusion de lancer cette marque-là. Mais en fait, on s'est dit, c'est très important, une marque, et ça, vous le verrez très souvent au niveau des indie brands, etc., des startups, les gens ont besoin aujourd'hui finalement de fondateurs de marques qui représentent vraiment les valeurs de leur marque. Et c'est quelque chose, et il faut raconter cette histoire et il faut dire la vérité. Et c'est exactement ça qu'on a fait avec Kevin. Donc, en fait, avec Kevin, on avait cette idée, on se connaît depuis très, très, très longtemps. On a une histoire assez sympa puisqu'on s'est rencontrés en première année à Dauphine quand j'ai commencé à habiter à Paris. Je suis revenue maintenant donc en Suisse. mais voilà, j'ai commencé à habiter à Paris et en fait, on s'est rencontrés en première année à Dauphine et on est devenus super proches, très, très amis. Et on a emménagé ensemble et ensuite, on a vécu plus de 10 ans ensemble dans l'appartement 27 rue des Rosiers à Paris. D'où le nom de la marque 27 Rosiers. Donc c'est vrai qu'en fait, on a une histoire qui est très particulière et finalement qui représente complètement les valeurs de notre marque. Et du coup, notre histoire, on veut la raconter et c'est aussi la raison pour laquelle on a créé 27 Rosiers. Donc, les points très, très importants, en fait, c'est qu'on a un duo extrêmement dynamique. Tout d'abord, on est 2 fondateurs de marque, donc on s'est quand même lancé. Et ça, je pense que pour la génération Y et pour les jeunes achetant vraiment 27 Rosiers, puisqu'en fait, c'est vraiment notre cible principale, c'est assez intéressant puisque le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, et on le voit avec cette semaine de l'entrepreneuriat et tout ce que vous organisez, c'est quelque chose de très important et les gens ont besoin, en fait, de se refléter là-dedans. Et c'est pour ça que notre histoire de deux très bons amis rencontrés en première année à Dauphine, qui racontent leur histoire, qui se lancent ensemble pour monter cette aventure. C'est une histoire qu'on veut raconter. On a tous les deux ce côté un peu Frenchy, même si moi, je ne suis pas française de naissance. Kevin l'est. On a habité à Paris pendant de nombreuses années. On est tous les deux meilleurs amis et colocataires. On est tous les deux jeunes. Et finalement, on est tous les deux inclusifs. Et ça fait partie d'une valeur très importante pour notre marque, pour 27 Rosiers, puisqu'on est une marque qui est vendue pour hommes et pour femmes. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de couleur de peau. Elle est vraiment pour tout le monde. Et ça se reflète bien, en fait, tous les deux. En fait, on a un vrai duo dynamique par rapport à ça et qui représente vraiment ces valeurs de marque. Alors, ensuite, c'est vrai que je pense que quand on monte une marque, il faut... Et ça, je le suis de plus en plus convaincue après 1 an et demi de lancement. Il faut absolument avoir un certain background et savoir de quoi on parle. Parce que même en sachant de quoi on parle, on va se retrouver face à des choses qu'on ne sait pas. Et je pense que ça fait partie vraiment de nos forces aussi. Que ça soit Kevin ou que ça soit moi, on a été formés par les plus grands groupes. Que ça soit L'Oréal, que ça soit LVMH, que ça soit Yves Rocher. Donc moi, pour ma part, j'ai travaillé chez Guerlain et chez LVMH pendant un certain nombre d'années, ensuite chez Yves Rocher, toujours en marketing, développement produit. Kevin a travaillé chez L'Oréal un petit peu, il a aussi travaillé chez LVMH et après, lui, il a travaillé plus dans la mode, mais plutôt dans la partie retail et digital. Donc on est aussi très complémentaires sur la partie compétences et sur notre qualification, puisqu'en fait, moi, je m'occupe vraiment de la partie développement produit, en ayant vraiment fait ça pendant 6 ans chez Guerlain et chez Yves Rocher. Et Kevin, lui, est vraiment l'expert retail digital. Donc, on a besoin des deux. Donc, ça fonctionnait très bien. Et c'est vrai qu'on a une vraie vision et un vrai sens de la rigueur et de l'excellence et de l'élégance. On a en travaillant pour les plus grands groupes. Donc, chez Guerlain, c'est vraiment une marque extrêmement luxe, pas clean beauty, mais très luxe. Donc, on a appris les codes de ce marché-là. Et je pense que ça fait partie vraiment des clés de succès aussi quand on lance notre marque. Et on est tous les deux passionnés par la beauté. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand en fait, très simplement, on s'est dit, voilà, la clean beauty est en train de boomer. Voilà, le wellness, il faut qu'on fasse ça. On a vu ce reportage sur Arte. On est un duo extrêmement complémentaire sur tout point de vue. Donc allons-y, créons cette marque 27 Rosiers. Et donc, 27 Rosiers, c'est quoi ? C'est 6 produits.
on a des compléments alimentaires qu'on appelle des crèmes de l'intérieur. On adore les appeler comme ça. Donc, qui sont des cures ou qu'on peut utiliser toute l'année. Et on a 4 cosmétiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque produit. Bien évidemment, on a un site internet. Il y a toutes les informations si vous voulez. Mais voilà, ça montre que vraiment, en fait, aujourd'hui, pour nous, ce qui est très important, c'est qu'on part du principe qu'en ayant travaillé dans les grands groupes, si on veut que notre marque soit efficace, ce n'est pas seulement se mettre de la crème sur le visage. Ça part de l'intérieur aussi. Et faire des cures de compléments alimentaires, c'est quelque chose qui aura vraiment un impact. Donc, quand on dit qu'on voulait que 27 Rosiers soit une marque efficace, c'est que du coup, on a essayé de cibler tout ce qui a un impact sur la beauté. Et c'est là qu'en fait, je rentrerai dans le détail après, mais c'est pour ça qu'en fait, on a décidé de targeter en fait les aléas de l'environnement, les problèmes de l'intérieur, donc problèmes de digestion par exemple. Si on ne digère pas bien, par exemple, on va avoir des boutons par exemple ou une peau plus grasse, et les problèmes de l'extérieur, problèmes d'hydratation, etc. Donc on a vraiment, c'est comme ça qu'on perçoit l'efficacité. Et vous allez voir ensuite par la suite, l'orangerie 27 Rosiers qui a été créée récemment, ça va un step plus loin, puisque l'objectif vraiment de l'orangerie, c'est de rassembler plusieurs personnes autour de ces piliers du bien-être qui sont la nutrition, la relaxation et le sport. 27 Rosiers, tout d'abord, c'est une marque clean. Je ne vais même pas rentrer dans le détail de ce slide. On est vendu en fait chez des références en termes de clean beauty. Et quand je pense référence, je pense aux États-Unis, Credo Beauty, qui est vraiment une référence dans le monde entier en fait au niveau de la clean beauty, qui a développé sa propre charte de formulation. Et bien évidemment, quand on vend nos produits là-bas, on doit suivre ces chartes de formulation. Donc, de base, on est clean parce qu'on suit des chartes de formulation de Credo. Mais on a été aussi un step plus loin, puisqu'on a décidé d'enlever aussi certains ingrédients qu'on considérait toxiques, qui ne sont pas totalement interdits chez Credo, qui sont par exemple les silicones, mais qui sont extrêmement mauvais pour la planète. La clean beauty, c'est un tout. C'est clean pour la peau, c'est faire attention à ce qu'on met sur la peau, mais c'est clean pour la planète aussi. Et donc l'écologie est quelque chose de très très important pour les marques de clean beauty. D'ailleurs, Credo vient de lancer son packaging guidelines qu'on a bien évidemment signé avec ma 27 Rosiers. Et le but de ces packaging guidelines, c'est vraiment c'est un plan sur plusieurs années. On est en train aussi de mettre en place, nous, notre plan, on va dire, sustainable, pour 27 Rosiers, qui est sur 3 ans. Et l'objectif, c'est vraiment, voilà, c'est très difficile pour une marque de cosmétiques, au début, une start-up, d'être 100% écologique au niveau des packaging, parce qu'en fait, ça coûte très cher, donc il faut faire attention. Donc, du coup, on a essayé d'être le plus écologique possible. Donc, on a essayé d'utiliser du verre le plus qu'on pouvait. On a essayé d'utiliser du verre. On a essayé, bien évidemment, de faire des produits de plus en plus surconcentrés pour diminuer la quantité de verre, d'utiliser des packaging qui sont très peu, avec peu de texte pour utiliser moins d'encre, etc., etc. Mais on est en train de encore travailler à fond et c'est un sujet qui est très, très important pour nous pour les prochaines années. 27 Rosiers, juste en 5 mots. Donc, quand on parlait d'unique value proposition tout à l'heure, c'est ça. C'est quoi notre différence de marque? On est inside out beauty. Ça veut dire qu'on est efficace parce qu'on target tout ce qui est les signes visibles, les signes l'intérieur aussi avec le problème de digestion, le problème pour dormir, etc. et les aléas de l'environnement. Donc, c'est comme ça qu'on est efficace. On a un cœur de formule 100% 27 Rosiers qui est présent dans tous nos produits, compléments alimentaires et crèmes. Donc, ça veut dire que plus on utilise nos produits, plus les produits fonctionnent ensemble, plus on consomme ce cœur de formule. On est une marque qui est 100% inclusive, qui fonctionne pour tout le monde, unisexe. Et surtout, ça c'est un peu notre différence de marque aussi, toutes les marques clean ne sont pas forcément des marques qui sont OK pour les peaux très sensibles. Les huiles essentielles sont clean, sont bonnes pour la peau, mais elles peuvent créer des allergies. Donc du coup, nous, on a décidé auprès de 27 Rosiers d'être 100% sans allergènes et c'est une vraie différence de marque. On est extrêmement sensoriel, forcément. On n'est pas une marque hippie. Nos produits sentent bon en étant clean. Et on est une marque inspirée. Donc, on adore dire Born in Paris and Made in California. Donc, c'est vraiment, voilà, ça. On a créé le concept. 27 Rosiers, c'est nos valeurs. On a l'expérience française qu'on a mis dans 27 Rosiers avec des produits créés en Californie.
Aujourd'hui, donc, ça plaît à beaucoup de monde. Donc ça, c'était juste une petite slide pour vous dire que ça plaît à pas mal de monde, puisqu'on est vendu quand même chez pas mal de retailers aujourd'hui. Et en 2021, on a des super bonnes nouvelles avec Anthropologie, etc., qui vont ouvrir aussi. Les consommateurs ont des bons feedbacks sur les produits. Et ça, c'est très, très important, puisqu'en fait, plus on va croître, plus on va avoir des nouvelles portes, plus les produits plaisent, plus on va grandir. Et donc, forcément, c'est très, très important. Et la visibilité est très importante. C'est pour ça qu'on a une stratégie qui n'est pas 100% digital B2C. On voulait aussi être chez les retailers, puisqu'en fait, ils nous apportent de la visibilité sans dépenser beaucoup d'argent, comme une stratégie 100% B2B. Donc voilà, donc pour finir, je pense que c'est assez intéressant de vous parler de l'orangerie. L'orangerie 27 Rosiers, puisque c'est un concept 100% suisse qu'on a mis en place. Alors tout d'abord parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, depuis 2020, on a passé beaucoup de temps, enfin moi j'étais beaucoup ici, et c'est vrai qu'on n'a pas pu beaucoup voyager aux États-Unis par rapport à avant. Et donc on a donc une belle propriété avec une très belle serre à côté de Genève, dans la campagne genevoise. Et cette serre on l'a redesignée, on va dire, et on l'a appelée l'Orangerie 27 Rosiers. Et en fait, on a organisé déjà quelques petits événements là-bas. Tout l'objectif, en fait, de l'Orangerie 27 Rosiers, c'est donc d'inviter des marques ou des personnes inspirantes qui correspondent parfaitement aux valeurs de la marque de 27 Rosiers, et de les inviter pour finalement proposer une expérience 360 bien-être aux gens. Et c'est là où vraiment on pousse le concept 27 Rosiers au bout, puisque nous, on a bien évidemment des cosmétiques avec des compléments alimentaires et des skincare, mais en proposant et en invitant ces personnes comme des nutritionnistes, etc., finalement, on explique aux gens le concept profond de 27 Rosiers, qui est, si vous voulez avoir une belle peau, si vous voulez être beau, finalement, c'est un tout. Et c'est là où il y a ces 4 piliers du bien-être du début, qui sont la nutrition, la relaxation, le sport et la beauté et la cosmétique. Donc là, vous pouvez voir un petit peu quelques photos de l'orangerie. Donc on a déjà fait un premier événement avec Bliss Project Geneva, qui en fait s'occupe en fait d'organiser des événements autour du yoga. On a invité Nutrition Right, qui elle est une nutritionniste qui crée des recettes 100% véganes, extrêmement bonnes, etc. Donc plaisir et gourmandise, mais tout en étant clean et bon pour la santé. Et on a bien évidemment fait aussi ça avec GetMeGlow, getmeglow.ch, qui est ce distributeur 100% clean qui vend 27 Rosiers, et donc en partenariat avec eux. On a ensuite fait un autre événement à l'orangerie sur l'Amazonie. On trouvait très très intéressant en fait d'inviter une personne, un peu une gourou de l'Amazonie, qui connaît très très bien, et une naturopathe qui nous a parlé d'ingrédients, etc. On avait de la relaxation aussi avec un cours de méditation. Enfin voilà, donc là vous pouvez voir quelques personnes qui sont allées à l'événement et qui ont adoré. Donc c'était très sympa, et je pense que le concept plaît. Et ça prouve à quel point même la Suisse aujourd'hui est prête pour ce changement, et à quel point le bien-être, la clean beauty, c'est en train de se développer, et ça va être le gros boom de demain. Enfin, j'en suis assez persuadée. Et Kevin aussi, et j'espère beaucoup d'autres personnes. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir reçu. Et puis voilà, donc je pense qu'on peut maintenant passer à la partie questions. Mais voilà, c'est monter une marque de cosmétiques en quelques mots. C'est challengeant, enfin une marque tout court, c'est challengeant. Mais si on doit retenir quelques points, il faut être là au bon moment. Le timing est très très important. Il faut avoir des produits qui sont bons, qui sont qualitatifs et qui plaisent. Et après, il faut avoir de la conviction, de la patience, de la gestion du stress, c'est très important. Et il faut relativiser et rester passionné et continuer à aller de l'avant. Donc voilà. Merci. Merci à vous. Du coup, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, quels ont été les plus gros défis auxquels vous ayez fait face ? Alors, je pense qu'il y a 2 défis assez challengeants. En fait, très souvent, alors on a lancé cette marque de cosmétiques en juin 2019 avec Kevin aux États-Unis. Et au début, on est passionné, on est super convaincu que ça va exploser très rapidement, etc.
Mais c'est vrai que c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, une petite marque, il faut être visible. Et quand on a un budget limité, qui est le budget start-up, puisqu'en fait, on n'a pas levé des millions et des millions, en fait, on a lancé la marque, il faut absolument être visible. Et du coup, plus on est visible, plus on a les revenus. Mais ça prend du temps. Et bon, après, on a eu la pandémie, bien évidemment, qui n'a pas forcément aidé les choses, puisqu'on n'a pas pu croître comme on le souhaitait, puisqu'on a bien sûr conservé notre chiffre d'affaires chez nos retailers, mais ça a été très difficile de ouvrir des nouvelles portes. Mais voilà, donc le premier challenge, c'est vraiment les revenus. Il faut faire très attention et je pense que ça a été un vrai challenge. C'est comment être visible et comment utiliser parfaitement son argent pour justement croître les revenus. Donc ça, c'est le premier challenge, la visibilité et croître les revenus. Et le deuxième, je pense que c'est vraiment la gestion du stress parce qu'en fait, c'est les montagnes russes. Un jour, on se réveille et on se dit « Ah, il y a une bonne nouvelle, donc c'est incroyable et on le prend pour nous et c'est génial parce que tout va bien. » Et le jour d'après, il y a une mauvaise nouvelle et là, on a l'impression que le monde est en train de s'écrouler parce qu'il y a cette mauvaise nouvelle et qu'on n'a pas notre boss au-dessus qui peut un peu on est un peu seul avec nous-mêmes et on doit trouver des solutions. Et c'est un peu tous les jours comme ça. Donc, je pense que monter une marque, il faut vraiment, faut être problem solving avant tout. Il faut être patient et il faut trouver des solutions. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut réussir à croître et réussir à passer au next level. Ok, merci. Et du coup, ça revient un peu à ce que vous avez mentionné avant, mais plus spécifiquement, quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'industrie des cosmétiques ou même toute autre industrie, parce que le fait de créer une start-up, ça reste un peu pareil chez tout le monde, même si après, il faut s'adapter au marché. Mais... Exact. Je pense que il faut être passionné, il faut vraiment avoir envie de réussir, parce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, assez challengeant. Finalement, il y a pas mal d'obstacles, on va dire. Donc, il faut vraiment être passionné, avoir envie de réussir. Ça, c'est la première chose. Et je pense que la deuxième chose assez importante, c'est quand même... moi, je ne pense pas que j'aurais pu le faire toute seule. Je pense que le côté duo est très important, tout simplement pour gérer le stress. Il y a des moments où il y en a un qui est un peu plus stressé que l'autre, où il y a un moment donné où l'autre est plus convaincu que l'autre. Heureusement, avec Kevin, on n'a jamais eu des côtés down tous les deux. On est tout le temps en train de se relever et se soutenir l'un et l'autre. Et je pense que... Après, il faut trouver le bon partenaire, parce que ce n'est pas non plus très, très simple de trouver le bon partenaire. Mais quand on l'a trouvé, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que... Voilà, donc je trouve qui fait qu'on est toujours là et que 27 Rosiers est toujours là et qu'on ouvre toujours des portes et qu'on est toujours en train de croître. Donc, je pense que c'est très, très important de trouver le bon duo et d'être passionné et d'avoir vraiment envie d'y arriver, quoi. Ok, merci. Et pour vous, quel est votre idéal de clean beauty? Vous l'avez un peu mentionné, mais ce serait intéressant d'avoir votre idéal à vous en tant que personne. Et est-ce que vous arrivez à l'atteindre déjà aussi? Parce que souvent on a... Alors, c'est vrai que au niveau de 27 Rosiers, au niveau des formulations, on est 100%... à notre sens, on est quand même très clean. Bien évidemment, après, il faut que la marque soit quand même... Il faut que les produits puissent quand même être conservés dans le temps. Donc, il y a quand même des conservateurs. On a essayé d'utiliser des conservateurs naturels ou clean, etc., etc. Mais... Ma définition de la clean beauty, c'est bien évidemment, je pense qu'en termes de formulation, on est quand même extrêmement clean. On a réussi à trouver un petit peu le juste milieu et des très bons compromis. On a trouvé un très très beau labo aux États-Unis. Enfin, on a 2 différents laboratoires puisqu'on a les compléments alimentaires et les skincare. Donc, je pense que au niveau de la formulation, on est très bien. Au niveau de l'écologie, puisque la clean beauty, ça regroupe aussi le côté sustainable, on a vraiment fait au mieux au lancement. Il y a beaucoup de steps qu'on aimerait vraiment faire encore. On aimerait faire des partenariats. On aimerait travailler sur des produits qui sont 100%, si on utilise du plastique, qui est 100% du plastique réutilisé. On aimerait, on aimerait vraiment être beaucoup plus sustainable, mais ça, c'est un plan qui est à 3 ans et qui coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, donc bien évidemment, c'est pour ça qu'on est aussi un peu dans une phase de financement et essayer de trouver un petit peu des fonds pour soutenir cette activité. Mais c'est vrai que le côté sustainable, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et après, moi, je pense que clean,
C'est très important parce que les personnes qui utilisent la clean beauty aujourd'hui sont des personnes souvent qui ont des peaux sensibles et ça, c'est un peu le challenge et c'est un peu la chose que je trouve très intéressante chez 27 Rosiers, c'est de pouvoir ne pas avoir d'allergie avec les produits. Puisqu'en fait, des produits 100% naturels, même 100% non toxiques, en fait, peuvent créer vraiment des intolérances, des allergies, etc. Et ça, je suis très fière pour le coup d'avoir réussi avec Kevin à développer justement des produits qui sont clean mais sans allergènes aussi. Donc pour moi, ma définition de la clean beauty, c'est au niveau de la formulation, on est vraiment pas mal. On est à plus de 95% de naturalité, on est sans parabènes, sans silicone, etc. Donc réussir à formuler comme ça, c'est top. Le côté écologique, je pense qu'on peut vraiment aller un step plus loin et c'est vraiment l'objectif. Et ça va être vraiment le fer de lance des prochaines années. Et ensuite, le troisième point, bien évidemment, ce côté allergène fuit, c'est quelque chose de très important aussi pour nous. Ok. Et du coup, par rapport à ça, comment est-ce que vous avez élaboré vos produits? Enfin, c'est venu de vous, de discussions avec les laboratoires? Alors la partie clean beauty, ça pour le coup, la charte de formulation, on va dire que on s'est renseigné un petit peu par rapport aux retailers qui existaient déjà, que ce soit Credo ou d'autres. Donc on a regardé un petit peu les guidelines de formulation. Bien évidemment, on a demandé de formuler de telle manière et on a ensuite ajouté certains ingrédients. Donc ça vient vraiment de nous. C'est des études de marché, c'est de la connaissance au niveau de la cosmétique, etc. Donc, on a commencé au tout début par devoir chercher un labo. Et le plus important pour nous, c'était un labo qui arrive à formuler des produits qui sont efficaces, des produits qui sont extrêmement sensoriels, qui sentent bon, mais qui sont clean et qui respectent ces chartes de formulation. Donc, c'était quelque chose de très important pour nous. Et ensuite, bien évidemment, on a du coup commencé, quand on a trouvé ce labo, on a du coup commencé un petit peu à travailler avec eux, essayer de travailler sur ce concept. On avait des bénéfices comme certains produits, par exemple, qui enlèvent toutes les particules de pollution. Donc, on avait des bénéfices qui étaient assez novateurs aussi, etc. Et en fait, donc voilà, donc on est arrivé avec un concept. Des guidelines de formulation, des benchmarks texture, avec un brief formule, donc très précis, qui dit, voilà, je veux ce type de produit, voilà le benchmark, je veux ce bénéfice, je veux peut-être cet ingrédient. Et après, le laboratoire, lui, a un centre de recherche et ils travaillent sur des soumissions. Et après, donc, les soumissions nous sont envoyées, on challenge, on a pas mal d'allers-retours et on arrive à un produit final. Donc ça, c'est pour la partie skincare. Et pour la partie complément alimentaire, c'est un peu différent. On a travaillé, en fait, on est moins expert avec Kevin de ça. Donc, on a travaillé avec un consultant en Angleterre qui, en fait, était un peu notre bras droit avec le laboratoire qui est aux États-Unis aussi, pour créer finalement ces formules de compléments alimentaires. Et c'est lui aussi qui a créé ce cœur de formule 100% bio qui est présent dans tous nos produits. Ok, donc il faut quand même connaître son sujet. Il faut un petit peu connaître, Il faut un petit peu connaître au niveau de la formulation. Après, il y a les bureaux de recherche, le laboratoire de recherche aussi qui nous conseille. Et voilà, c'est pas moi qui vais dire ça, je suis pas non plus chimiste, mais c'est vrai qu'il faut une vraie connaissance de la cosmétique. Ok. Et du coup, quelles sont les valeurs de votre marque? Et par rapport à ça aussi, à quelle cause se rallie votre marque du coup? Alors, nous, en fait, on est une marque, finalement, Kevin et moi, comme je vous disais tout à l'heure, on porte vraiment bien nos valeurs de marque, puisqu'en fait, on veut notre marque, alors bien évidemment, elle doit être clean, elle doit être efficace, c'est quelque chose de très important, mais elle doit être inclusive. Et ça, c'est quelque chose de très, très important pour nous, parce qu'on ne veut pas qu'aujourd'hui, on part du principe qu'on ne choisit pas des produits cosmétiques en fonction du sexe ou en fonction, voilà, je suis un homme, donc j'utilise ce produit, je suis une femme, donc j'utilise ce produit. Pour nous, on part du principe qu'on sélectionne un produit en fonction du type de peau, de la problématique qu'on a et de son style de vie. Et le style de vie est quelque chose de très important aussi. Et d'ailleurs, pour le choix des compléments alimentaires, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que du coup,
l'inclusivité est quelque chose de très important pour nous. On va pas segmenter en fonction du genre, on va pas segmenter en fonction de la couleur de peau, etc. Mais vraiment en fonction du type de peau. Après, bien évidemment, nos textures, c'est très personnel. Forcément, en fonction du type de peau, certains produits sont plus adéquats que d'autres, mais ça, c'est normal. Si on a une peau sèche, une peau grasse, etc., c'est normal. Mais par contre, voilà, il n'y a pas de... L'inclusivité est quelque chose de très important. Et donc, on veut vraiment une marque qui fonctionne pour tous, et même les peaux très sensibles. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous aussi. La France, c'est on va dire, l'expertise à la française et fait aussi partie profondément de nos valeurs de marque, puisqu'on veut des produits qui sont qualitatifs, on veut une expérience avant tout, on veut une marque qui voilà, quand on utilise des produits 27 Rosiers, on rentre dans l'univers 27 Rosiers. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Ok. Et du coup, comment est-ce que vous conseillez une personne qui vient vers vous et qui vous dit j'aimerais changer entièrement de mindset et de vie? Alors, on avait travaillé un petit peu sur un questionnaire à l'époque, c'était assez sympa, mais finalement qu'on n'a pas fait, mais qu'on garde toujours en tête quand on interroge les gens. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, quel est ton type de peau? Il y a des questions un peu précises qui arrivent à déterminer si c'est une peau grasse, une peau sèche, enfin voilà. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de savoir, voilà, quel est le type de peau. Donc si on a une peau grasse, par exemple, on va devoir utiliser des crèmes un peu plus riches. Une peau avec des boutons, une peau un peu plus grasse, donc on va utiliser des textures qui sont 100% sans huile, donc 100% très très légères, mais qui hydratent quand même. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et puis après, forcément, en fonction donc, du type de peau, après, en fonction du style de vie, si par exemple une personne vit dans une grande ville et est tout le temps avec de la pollution, etc., bah, du coup, le nettoyage est quelque chose de très important, etc. Les compléments alimentaires, c'est plus en fonction du style de vie. Si on a une peau très sèche en hiver, par exemple, il vaut mieux utiliser un des compléments alimentaires. Si on a une peau un peu plus grasse et qu'on voit qu'on a un régime alimentaire qui ne fonctionne pas parfaitement, donc du coup, plutôt utiliser l'autre complément alimentaire. Donc en fait, c'est un certain nombre de questions qui arrivent à vraiment une routine qui est 100% personnalisable. Le nombre de produits utilisés est aussi très important. L'objectif, c'est pas de dire à quelqu'un qui utilise un produit de demain en utiliser 5. Je pense que l'honnêteté est quelque chose de très important aussi parce que sinon, enfin voilà, c'est pas notre concept. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, c'est poser des questions, savoir le style de vie et les aléas de l'environnement et comprendre vraiment du coup et adapter l'utilisation des produits et le type de produit en fonction de ça. Ok. Et est-ce que vous proposez des tests aux personnes qui viennent vers vous, typiquement parce que des fois on pense qu'on a plutôt un type de peau grasse alors que pas du tout Alors, on n'a pas des machines qui vont nous faire des tests. Alors, on a pensé à un moment donné, c'était intéressant. Et il y a pas mal de retailers qui ont aussi des machines, justement, qui peuvent déterminer si la peau est plutôt sèche ou pas. Mais en fait, c'est vrai que juste par des questions très... Alors, l'idée, c'est pas que le consommateur vienne vers nous ou la cliente vienne vers nous ou le client vient vers nous pour nous dire, voilà, j'ai la peau sèche. Non, c'est pas ça l'idée. Mais par contre, de dire, voilà, est-ce que plutôt ta peau te tiraille? Est-ce que tu sens que, par exemple, sur la zone T, parfois ça brille? Est-ce qu'il y a plutôt des points noirs autour du nez ou est-ce que vous avez plutôt des boutons? Enfin, voilà. Et c'est un certain nombre de questions qui finalement arrivent tout de suite à la conclusion. Et après, souvent, c'est assez visible aussi. Si on a une peau très sèche ou une peau très grasse, c'est assez visible. Mais c'est vrai, c'est une suite de questions, je pense, qui nous permet tout simplement de comprendre. Et les gens le sentent très bien naturellement. Donc voilà. C'est vrai qu'après, des fois, ça peut être dur de comprendre un peu quel type de peau on a ouais, et les produits dont on a besoin. Donc, c'est assez bien d'avoir une autre question que... Ah oui, non, juste, bien sûr. Est-ce que vous avez la peau sèche? Ah non, bien sûr, non. Ouais, en général, quand on est... que ce soit les vendeurs aux États-Unis ou que ce soit nous en direct quand on est avec les clients, l'objectif, c'est vraiment de comprendre et de leur poser un certain nombre de questions. Et en fait, on arrive tout de suite à la conclusion que c'est plutôt ça et pas plutôt ça. Et voilà. Après, la saison fait aussi beaucoup. En hiver, on a en Suisse, par exemple, avec l'eau très calcaire et la montagne, etc. Et le froid, on a souvent la peau beaucoup, beaucoup plus sèche qu'ailleurs. Donc ça a aussi un impact. Mais non, mais en tout cas, c'est sûr que ça aide quand le fondateur ou les fondateurs de la marque posent des questions et répondent aux questions. Effectivement. Et oui, comment est-ce que vous commercialisez vos produits? Parce que du coup, vous avez mentionné l'orangerie et puis les succursales aux États-Unis, mais plus spécifiquement en Suisse, est-ce que les gens peuvent... Enfin,
par rapport à l'orangerie, vous avez mentionné que des marques venaient chez vous, mais si en tant que consommateur, on souhaite s'intéresser aux produits, justement, comment est-ce que... Alors aujourd'hui, On y l'objectif accède. en Suisse, c'est que c'est vrai on a commencé vraiment aux États-Unis et on a beaucoup de choses aux États-Unis. C'est pour ça on veut pas s'émanciper partout et on veut pas lancer partout en même temps. On veut vraiment consolider notre position aux États-Unis. Donc ça, c'était vraiment la première idée au niveau de la stratégie et au niveau de la stratégie aux États-Unis de distribution. L'objectif, c'était de faire du digital, certes. Donc on a un site de e-commerce, bien évidemment. Mais en fait, faire 100% du B2C, c'est très compliqué parce que ça demande beaucoup d'investissement et c'est pas simple du tout de trouver ce cash et c'est vraiment assez risqué. Donc du coup, en fait, c'est très important d'allier le B2B avec le B2C. Et c'était exactement la stratégie qu'on a suivie aux États-Unis. On a capitalisé, en fait, on est vendu chez un très grand nombre de retailers déjà aux États-Unis, donc que ça soit Birchbox, Amazon, Macy's, Neiman Marcus aujourd'hui, Credo, Follin, qui sont soit des 100% clean beauty, soit des plus conventionnels qui veulent switch un petit peu dans la clean beauty. Et on fait aussi du B2C. Donc ça, c'est vraiment la stratégie aux États-Unis qu'on essaye de consolider, etc., etc. En Suisse, on l'a fait un petit peu on the side pour le moment, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de demandes, que moi, je suis ici, Kevin aussi. Donc, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'opportunités. Donc, que ce soit l'Orangerie 27 Rosiers, Donc, c'est vrai qu'on a commencé à développer un peu ce concept avec des marques où là, bien évidemment, on peut acheter les produits. Mais sinon, on a un distributeur 100% online ici qui est GetMeGlow. Donc, sur getmeglow.ch, on peut trouver les produits 27 Rosiers qui nous suit. Et pour l'instant, c'est ça. On veut rester petit et on veut vraiment passer 100% de notre temps à consolider notre position aux États-Unis. Okay. Mais on peut quand même trouver les produits en Suisse. Ça, c'est top alors. Et du coup, vous avez mentionné votre stratégie à vous et votre co-fondateur. Quel conseil auriez-vous à donner à une personne qui souhaite se lancer? Comment trouver la bonne stratégie sur le plan de distribution? Ou quand il commence, parce que je suppose que quand vous avez commencé, c'était pas forcément directement la distribution que vous aviez en tête, mais plus une stratégie à proprement parler pour élaborer sa start-up et puis comment se lancer et puis sur quoi se focaliser. Je pense qu'il y a plusieurs points. Il y a le timing. Je reviens vraiment dessus parce que c'est très, très important. Parfois, on a des rêves et on se dit on veut lancer sur ce marché parce qu'on adore ce marché. Mais en fait, il faut vraiment réussir à arriver au bon endroit au bon moment et ça, c'est quelque chose de très important. Et penser marché avant tout. Et surtout pas arriver trop en avance. Arriver avec quelque chose de trop disruptif en avance, je pense que c'est pas forcément bon non plus parce qu'on va pas trouver la clientèle et ça va être très difficile de croître. Donc, du coup, c'était un peu l'idée de lancer aux États-Unis au début. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est avoir les reins solides. et c'est vrai, avoir une stratégie, en fait, qui est très claire. Alors, mais aussi avoir de la flexibilité. C'est en fait assez compliqué puisque une start-up, et c'est un peu l'avantage de la start-up, mais c'est aussi du coup assez compliqué à gérer, c'est qu'une start-up, en fait, il faut constamment être flexible, il faut constamment se renouveler. On voit qu'il y a une chose qui se passe pas bien, il faut être très anticipé tout de suite. Et du coup, on arrive à s'adapter et grandir en fonction de ça. Et ça, c'est très intéressant. Donc, je pense qu'il faut être ouvert au marché, ouvert à la critique, et il faut être très flexible. En termes de distribution, c'est très important pour nous. En fait, au début, on voulait être 100% digital, je ne vous le cache pas. On s'est dit, on va se lancer en B2C parce qu'on marge mieux, parce que c'est plus intéressant et parce que ça boom. Aujourd'hui, tout le monde boom le digital, c'est incroyable. Mais heureusement, on a changé de stratégie avant de lancer la marque et c'était très important parce que je pense que le retail est quelque chose de très intéressant pour une start-up, surtout quand on n'a pas des fonds illimités, puisqu'en fait, elle nous donne de la visibilité sans sortir du cash. Donc, c'est beaucoup plus simple, en fait, pour grandir et pour être visible. Même si les commissions sont plus importantes, à la fin de la journée, c'est quand même beaucoup plus simple pour grandir. 100% en B2C, on n'aurait pas du tout réussi à être aussi visible et vendre autant. Puisqu'aujourd'hui, on vend vraiment majoritairement en retail, même si l'objectif maintenant, c'est de pousser un peu le digital, bien sûr. Le retail est très, très important pour nous. Donc, je pense que c'est ça un petit peu notre stratégie, c'est avoir des bons produits au bon moment, capitaliser sur des tendances qui fonctionnent et pas seulement des tendances qui vont s'éteindre un an après, mais des tendances qui vont continuer à grandir, arriver à capter le marché,
avoir les reins solides et tenir avec un bon duo. Et avoir une très bonne stratégie de distribution et réussir à conserver, à être innovant et arriver toujours avec des nouveaux produits et de l'animation pour justement continuer à faire croître la marque et garder de l'intérêt. Ok, merci. Et du coup, là, maintenant, dans votre start-up, c'est toujours vous et votre cofondateur, ou vous avez réussi un peu à l'agrandir et que vous avez des gens qui vous aident en dehors des personnes externes avec qui vous collaborez, mais... Alors, on a développé un certain réseau aussi assez intéressant aujourd'hui. En tant que salarié, on va dire, on n'a pas embauché des gens en interne vraiment. Et d'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle on est en train de chercher des financements aujourd'hui, pour justement passer un peu au next level, pour croître, pour grandir et pour finalement embaucher. Et parce que finalement, il y a beaucoup de travail et il faut qu'on embauche. C'est très important. Mais jusqu'à présent, en tout cas, on a quand même réussi à créer un très beau écosystème avec des freelances, avec des agences, beaucoup. Que ça soit pour les réseaux sociaux aux États-Unis, que ça soit pour le retail. On a pas mal de vendeurs qui travaillent en freelance pour nous aux États-Unis, pour soutenir les ventes chez Credo, etc., puisque c'est très important de soutenir la marque. Donc voilà, on travaille principalement comme ça aujourd'hui. On a des freelances, on a des partenaires avec qui on travaille déjà depuis un certain nombre d'années. Enfin, un certain nombre d'années, 1 an depuis le lancement, quoi. Et puis là, l'objectif, c'est de croître. Donc d'embaucher et de grandir encore. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà été critiqué lorsque vous présentiez votre projet? Quel type de critique vous avez reçu et comment vous l'avez vécu? Non, on n'a pas. Je me souviens pas avoir été critiquée en présentant le projet. On a été challengé. Je pense que c'est plus ça le mot. Challengé par des professionnels. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est très très important de rester à l'écoute des conseils, surtout d'être vraiment à l'écoute des conseils des experts. Il faut surtout pas être buté. Il faut surtout garder l'oreille ouverte et écouter les conseils des experts. Et je pense que ça, c'est une vraie qualité de Kevin et moi. C'est que on est extrêmement à l'écoute. Et on a eu la chance d'être entourés par des personnes qui nous ont beaucoup challengés, qui nous ont donné beaucoup, beaucoup de conseils. Et qui fait que, par exemple, un exemple tout typique qui fait qu'on n'est pas 100% B2C, mais qu'on est aussi vendu chez les distributeurs aujourd'hui, qu'on a adapté notre stratégie de distribution, que quand on fait tester une formule, par exemple, à certains experts qui nous disent, voilà, non, j'aime pas, alors du coup, on essaye d'adapter. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très important pour nous d'être à l'écoute. Donc on a été plus challengés sur certaines choses qu'on a ajustées, mais critiquer, non, je pense pas qu'on a été vraiment critiqué pour le moment. Enfin, espérons. Pour tant mieux. Tant mieux. Exact. Si c'est des feedbacks constructifs qu'on reçoit, c'est toujours mieux qu'une critique mal placée souvent. Non, c'est sûr. Et du coup, quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu? Alors, je pense qu'il y en a peut-être 2, si je dois penser au conseil. Bon, la stratégie de distribution, je continue d'insister parce que c'était quand même un conseil qui a fait que on est toujours là. Je pense que réellement, si on avait fait du 100% du B2C, on n'aurait pas réussi à être encore là aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui a été très, très important. Je pense que le fait les conseils aussi, attention, voilà, au tout début, par exemple, attention à vos forecasts. Je sais que vous êtes à fond derrière votre marque, vous êtes très passionné, mais voilà, il faut être visible et soyez focus sur vos revenus et essayez d'ajuster correctement vos forecasts. Donc ça, c'était aussi un point très important qui nous a permis, en fait, justement, d'adapter notre stratégie, pas par exemple, d'embaucher plein de personnes en première année, puisqu'en fait, typiquement, on n'aurait pas pu soutenir via les ventes tous ces coûts. Donc voilà, je pense que c'était assez intéressant de vraiment écouter les conseils de personnes un peu plus des financiers, puisque Kevin et moi, on est quand même plutôt des marketeurs et on a beaucoup de financiers autour de nous et on a beaucoup de financiers qui nous conseillent sur comment ajuster nos coûts, comment notre stratégie financière, comment lever de l'argent, etc. etc. Donc, je pense que c'est principalement les conseils qui ont été les plus impactants pour nous. Ok. Et du coup,
grâce aux conseils que vous recevez. Pour rebondir un peu dessus, est-ce que vous avez eu des mentors? Et est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous d'être guidé? Alors pour moi, c'est très important, puisque je pense que je pars vraiment du principe que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a réussi à être à l'écoute. Donc je pense que c'est une des qualités principales si on veut monter sa marque. Euh, on va dire l'entrepreneur égocentrique qui pense qu'il a toujours raison. En tout cas, moi, personnellement, je ne pense pas que c'est la solution. Et c'est pas simple parce que j'ai un caractère très fort, Kevin a un caractère très fort. Et parfois, on est persuadé d'avoir raison. Mais en tout cas, je pense que cette expérience nous a vraiment appris ça avant tout, à justement être ouvert et à l'écoute. Et donc, par rapport au mentor, oui. Alors Kevin, il en a, je pense, de son côté. Moi, j'ai eu beaucoup de mentors en travaillant pour les grands groupes de cosmétiques, mes anciennes boss, chez Guerlain principalement. Euh, j'ai aussi ma future belle-mère, qui est un peu un mentor aussi, puisqu'en fait, elle a travaillé dans la cosmétique pendant de nombreuses années. Donc voilà, moi, je suis vraiment la personne qui travaille plus en marketing, développement produit. Donc c'est vrai que mes anciens boss, ma boss chez Guerlain pendant un très grand nombre d'années, et puis il y a quelques personnes qui sont très inspirantes pour moi et qui m'ont vraiment aidé justement à adapter et à comprendre et à lancer cette marque. Et je pense qu'on a besoin quand on lance une marque, on a besoin de toute l'aide possible pour garder le sang-froid, pour continuer et pour y arriver. Et je pense que les mentors et être à l'écoute, c'est quelque chose de très important. Donc voilà. Ok, merci. Et du coup, comme dernière question, pour vous, comment être le leader ou le marketeur de demain? Je pense très sincèrement, je sais qu'on va un peu se répéter, mais c'est vrai qu'être à l'écoute, c'est quelque chose de très important. Euh, ne pas être, il faut être ambitieux, mais ne pas l'être trop non plus. Garder vraiment les pieds sur terre et ne pas s'envoler autour d'idées totalement folles, parce qu'à un moment donné, il faut que, voilà, il y a le côté extrêmement innovant, mais il y a le côté rester un petit peu les pieds sur terre et réussir à grandir comme ça, et être quand même réaliste, que ça soit dans les forecasts, que ça soit dans tout ça, puisque finalement, si on veut monter une marque, je pense que la clé, c'est de réussir à survivre et de grandir, on va dire de manière organique, mais enfin voilà, de réussir à survivre et de grandir, et en fait de pas être trop ambitieux et de pas dépenser beaucoup trop d'argent au début, et de rester voilà les pieds sur terre, et de voir quand même assez souvent, même si on est entrepreneur et qu'on a plein de belles idées dans la tête, de quand même rester les pieds sur terre et de rester sur des forecasts réalistes. Je pense que c'est très important, et de surtout rester à l'écoute des gens autour. Cibler bien évidemment l'information, mais rester à l'écoute du marché, rester à l'écoute des gens autour de nous. Et voilà, je pense que c'est vraiment la clé pour réussir. D'accord. Alors, merci beaucoup Stéphanie d'avoir été présente aujourd'hui. Merci. Et surtout pour tous vos précieux conseils. Merci à nos chers spectateurs, spectatrices de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à aller checker nos réseaux sociaux ainsi que notre site internet. Partagez autour de vous cette masterclass si vous souhaitez que d'autres proches la visionnent. N'hésitez pas à aller voir notre programme pour plus d'informations. Et je vous souhaite une excellente journée.